Je suis Roy, juste un gars normal, travaillant dans l'informatique. Rien de spécial. Je vis ma vie tranquillement, avec quelques hobbies et un cercle d'amis proches. Pendant un moment, je pensais que ma relation avec ma copine Miam allait bien. Nous étions ensemble depuis quelques années. Au début, tout semblait normal, même génial. On sortait, on s'amusait, on partageait des intérêts communs, tout ce que font les couples. Mais, au cours de la dernière année, quelque chose a changé. Elle s'est profondément plongée dans les débats en ligne. Chaque conversation semblait se transformer en conférence. En rentrant du travail, elle m'attendait pour me parler d'un nouveau concept qu'elle avait découvert. Tout tournait autour des dynamiques de pouvoir, du travail émotionnel et, mon préféré, de la masculinité toxique. Au début, j'essayais de rester engagé. J'écoutais, hochais la tête, tentais de comprendre son point de vue. Je me disais que c'était juste une phase, une nouvelle passion qu'elle voulait explorer. Je voulais être un petit ami soutenant. Si je préparais le dîner, elle me remerciait, mais ajoutait ensuite comment la pression sociale sur les femmes pour cuisiner servait le patriarcat. Je me retrouvais là, spatule en main, comme si je voulais juste faire des pâtes. Si je lui tenais la porte, elle me lançait parfois un regard étrange. À quelques reprises, elle m'a dit que c'était un geste de sexisme bienveillant, sous-entendant qu'elle était incapable. J'ai arrêté de le faire. Mais quelques semaines plus tard, elle s'est fâchée parce que je n'avais pas tenu la porte, me demandant si j'avais un problème avec les bonnes manières. Je ne pouvais jamais gagner. Je marchais constamment sur des œufs. Mes instincts naturels de gentillesse ou d'aide étaient perçus comme des micro-agressions. C'était épuisant. Elle m'envoyait des articles et des vidéos à regarder, avec des titres comme « Déconstruire le privilège masculin » ou « Pourquoi les hommes doivent faire le travail ». J'en ai regardé quelques-unes, mais tout disait la même chose, reconditionné. J'avais l'impression d'être responsable de tous les torts supposés de mon genre. Moi, Roy, dont le plus grand plaisir est de trouver une pièce rare pour un vieil ordinateur. Pendant ce temps, je faisais tout ce qu'un bon petit ami est censé faire. Cuisiner, nettoyer, l'écouter se plaindre de son travail pendant des heures. Je me souvenais des dates importantes, planifier nos sorties, m'assurer qu'elle se sente entendue. Je faisais tout le travail émotionnel, alors que ce terme ne concernait qu'elle. Les doubles standards étaient impossibles à ignorer. Elle pouvait être distante ou de mauvaise humeur, et c'était mon rôle de demander ce qui n'allait pas et de lui laisser de l'espace. Si je restais silencieux après une journée de travail, j'étais accusé d'être émotionnellement indisponible. Elle parlait pendant des heures de ses sentiments, de ses luttes, de son point de vue. Quand je tentais de parler de mes problèmes, la conversation revenait toujours à elle en quelques minutes. Mes soucis n'étaient valables que s'ils concernaient sa vie. Ses amis étaient tous comme elle. Quand ils venaient, l'appartement se transformait en chambre d'écho. Tous les hommes sont des déchets. Puis, regard vers moi. Oh, pas toi, Roy. Tu es l'un des bons. Ce n'était jamais un compliment, juste un geste condescendant. Mes amis ont commencé à remarquer le changement. Je sortais moins, j'étais plus fatigué. Un ami m'a demandé directement si j'étais heureux. J'ai menti. Oui. Que pouvais-je répondre? Elle pensait que mon existence était un problème systémique, mais les pâtes qu'elle préparait étaient bonnes. Tout me rongeait lentement. Je tenais encore à elle, mais je me sentais moins partenaire et plus étudiant dans un cours où je ne m'étais jamais inscrit. Puis est arrivé l'examen final, il y a quelques mois. Je rentrais un soir, content de ma journée, pensant au dîner ou à un film. Elle était sur le canapé, sérieuse, sans livre ni télévision. Mon cœur a chaviré, le fameux « il faut qu'on parle sérieusement ». Je pose mon sac et m'assois. Elle prend une grande inspiration, comme pour une proclamation solennelle. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation et à mon autonomie. Les relations modernes sont trop centrées sur l'intimité physique, vestige du patriarcat. Puis le choc. Pour les 90 prochains jours,
Pas d'intimité, pas de câlin, pas de baiser, rien. J'ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Elle secoue la tête. Ce n'est pas contre toi, Roy. C'est pour moi. Je veux savoir si notre lien dépasse le physique. Je veux désexualiser notre relation pour tester notre connexion intellectuelle et spirituelle. J'essaye de raisonner. L'intimité physique est normale et saine. L'arrêter complètement semble extrême. Son visage se durcit. Tu refuses de soutenir mon chemin personnel? Tu veux contrôler mon corps? Conversation terminée. Ultimatum. Sa dernière phrase: si tu me respectes et respectes notre relation, tu accepteras ma limite sans question. Je me suis juste assis et j'ai hoché la tête. D'accord, je comprends. Je respecterai ta décision. Elle a souri, un vrai sourire, comme si je venais de passer un test. Elle pensait qu'on avait fait un grand pas. Moi, j'avais l'impression que notre relation venait d'être mise sous respirateur, et elle tenait la clé. Les premiers jours étaient incroyablement maladroits. Je me réveillais et je roulais instinctivement pour la prendre dans mes bras, puis je me rappelais la règle et me retenais. Je rentrais à la maison et voulais l'embrasser pour dire bonjour, mais je devais détourner mon geste en un salut étrange à moitié main levée. Elle semblait parfaitement à l'aise, joyeuse, presque radieuse. Elle racontait à ses amis que j'étais incroyablement soutenant et que je faisais le travail pour être un meilleur partenaire. Ses amis me regardaient avec admiration, le bon petit ami qui suit les règles. À l'intérieur, j'étais malheureux. Ce n'était pas l'absence de contact physique qui me pesait, mais la nature unilatérale de la décision. Mes sentiments, mes besoins, mon rôle dans la relation. Rien de tout cela ne comptait. Je n'étais plus qu'un accessoire dans son expérience de développement personnel. Au bout d'une semaine, j'ai rencontré mes amis. Je n'avais pas prévu de tout leur dire, mais ils ont vite senti que quelque chose clochait. Alors j'ai tout raconté. La règle des 90 jours, le mon corps, mon choix, tout. Silence. Puis mon ami le plus franc a éclaté de rire. C'est un test, non? Elle veut que tu supplies, que tu passes 3 mois à la courir comme un chiot désespéré, pour qu'au bout, elle daigne t'accorder son affection. Quand il l'a dit comme ça, la lumière s'est allumée dans ma tête. Il avait raison. Ce n'était pas son voyage personnel, c'était un jeu de pouvoir, un test de conformité ultime. Elle ne voulait pas un partenaire, elle voulait un sujet qui orbitait autour d'elle. Un autre ami m'a dit: 2 choix, jouer son jeu et être misérable, ou ne pas jouer. J'ai compris. Elle voulait de l'intimité? Très bien. Je lui en accorderai exactement aucune, sous toutes ses formes. Je suivrai sa règle à la lettre. Le lendemain matin, changement immédiat. Je me lève, me prépare, et pars travailler sans la réveiller ni dire au revoir. Je lui envoie un message. Je suis parti au travail. Bonne journée. Poli, informatif, dépourvu de toute intimité. À la pause déjeuner, je ne lui écris pas. Pourquoi? Ce serait de l'intimité émotionnelle, et les règles étaient claires. Le soir, je rentre. Elle est sur le canapé avec son ordinateur. Elle attend mon câlin habituel sur le front. Je me contente d'un petit sourire et d'un signe de tête, puis je vais dans ma chambre ranger mes affaires. Je ne lui demande pas comment s'est passée sa journée, je ne lui parle pas de la mienne. Plus tard, je prépare mon dîner pour moi seul, poulet et riz. Elle entre, confuse. « Oh, je ne savais pas que tu cuisinais. Qu'est-ce qu'on mange ?» Je réponds, sans la regarder. Juste pour moi, je ne savais pas quels étaient tes plans. Elle commande à emporter. On mange dans la même pièce, en silence. Je range mon assiette et retourne à mes projets. Cette routine a duré 2 semaines. Je suis devenu un fantôme dans mon propre appartement. Plus de sorties, plus de petits cadeaux, plus aucune communication non essentielle. Tous mes messages étaient logistiques.
Je rentre tard ce soir. N'oublie pas de payer la facture d'Internet. La partie émotionnelle de notre relation, celle que j'avais entretenue seule, avait disparu. Et, ironiquement, elle adorait ça. Elle racontait à ses amis que je lui donnais enfin l'espace dont elle avait besoin. Elle publiait des posts sur l'importance de fixer des limites dans les relations et combien c'était puissant quand un partenaire les respectait. Elle croyait gagner, mais elle ne réalisait pas que je reconstruisais ma vie de l'autre côté de cette frontière. L'énergie que j'avais dépensée à m'inquiéter de ses humeurs, planifier nos activités, naviguer dans son champ idéologique, je la consacrais à moi-même. Gym, programmation, amis, famille. Ma vie, auparavant centrée sur elle, s'étendait à nouveau. 3e semaine. Je me sens bien. Je ne marche plus sur des œufs. Elle attendait que je craque, qu'au bout de 3 semaines je vienne pleurer à ses pieds. Mais je prospérais. Elle commence à le remarquer. Une soirée, elle vient dans mon bureau. Qu'est-ce que tu fais? Moi. Je travaille sur du code. Elle reste silencieuse, attendant que je tourne mon attention vers elle. Je ne le fais pas. Elle finit par dire « Ok, je vais regarder un show » et part. Sa déception audible. Le rapport de force a changé. Elle était le centre de l'univers, je l'orbite. Maintenant, mon orbite tourne dans son propre système et elle se rend compte que la gravité a disparu. Elle commence à initier les conversations, demande des détails sur ma journée. Mais je réponds brièvement et poliment, sans lui rendre la question. Demander de ses nouvelles serait un acte d'intimité, et l'intimité est interdite par ses propres règles. Je suis un partenaire respectueux, respectant ses limites. Elle tente d'attirer mon attention. Plainte téléphonique pour que je la console, demande d'aide facile à accomplir seule. Je l'aide, mais sans engagement émotionnel. Ironiquement, c'est exactement ce qu'elle m'avait fait ressentir pendant des mois. Sa façade joyeuse commence à craquer. Elle découvre que c'est elle qui est seule et frustrée, pas moi. 1 mois et demi après le début de la règle des 90 jours, je rentre du gym. Je me sens bien, satisfait de ma séance. En marchant vers la douche, elle me stoppe dans le couloir. Elle me regarde de la tête aux pieds. « Waouh, tu t'es beaucoup entraîné. Tu as l'air vraiment bien. » C'était le premier compliment qu'elle me faisait depuis des mois. Clairement, un test pour briser sa propre règle. Elle tentait de provoquer un contact, de voir si je réagirais. Je lui réponds avec un simple sourire neutre. « Merci, je me sens mieux depuis que j'ai repris. » Je ne rends pas le compliment. Je ne lance pas de conversation. Je continue vers la salle de bain. « Attends !» dit-elle, s'approchant pour toucher mon bras. Dès que ses doigts entrent en contact, je fais un petit pas en arrière, délibéré. Je ne flanche pas, je ne montre aucun dégoût, je crée simplement de l'espace. Je la regarde, puis sa main, et de nouveau son visage, avec un calme léger mais ferme. « Tout va bien ?» Sa main retombe. Elle est stupéfaite. Elle bégaye. Je reste patient. Je respecte simplement la limite que tu as fixée. C'est tout. Tu as dit pas d'intimité physique. Je parle calmement, rationnellement, sans agressivité. Je suis juste un modèle de petit ami selon ses propres standards. Le mélange de choc, de colère et de prise de conscience sur son visage est un chef-d'œuvre. Son petit jeu, son plan de pouvoir, a échoué spectaculairement. Elle a perdu le contrôle, pas seulement sur moi, mais sur toute la situation qu'elle avait créée. Je me dirige vers la salle de bain, ferme la porte et respire profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je sens que j'ai retrouvé mon pouvoir sans me battre ni discuter, juste en respectant sa règle. Après cet incident dans le couloir, l'appartement devient glacial. Elle ne me parle pas pendant 2 jours. Silence lourd, différent de la paix que je ressentais auparavant. Je continue ma routine. Gym, travail, projet, hobby. Je ne la force pas à parler. Je ne m'excuse pas. Pourquoi le ferais-je? Je joue selon ses règles.
Quand elle parle enfin, c'est un piège. Je suis dans la cuisine pour un verre d'eau. Et elle entre, bras croisés. Tu es enfantin et cruel. Pas d'intimité, ça ne devait pas être pris si littéralement. Je demande calmement. Quelle nuance. Tu as dit pas de contact physique. Tu voulais de l'espace. Je te donne de l'espace. Je respecte ta limite. N'est-ce pas ce que tu voulais? Elle s'agace et accuse. J'utilise ces mots contre elle, je tords leur sens. Elle affirme que l'expérience était censée renforcer notre lien émotionnel, mais que je l'ai utilisé pour me retirer complètement. Je réponds calmement. Il est impossible de créer un lien émotionnel avec quelqu'un qui a dressé un mur et a explicitement dit de ne pas s'en approcher. La connexion demande un effort des deux. J'avais fourni tout cet effort pendant des années. Le dernier mois et demi, je l'ai arrêté, et la connexion a disparu. Pour moi, ça prouve que ce n'était jamais une rue à double sens. Elle déteste ça. Sans argument logique, elle en vient aux accusations. Je suis émotionnellement bloqué, exemple parfait de masculinité toxique, incapable d'une relation non centrée sur mes besoins physiques, presque comique. Moi, j'ai passé des années à écouter, réconforter et soutenir. Elle a retiré toute affection unilatéralement, mais selon elle, c'est moi le toxique. Je ne discute même pas. Je dis simplement « D'accord, si tu penses ça », et je m'éloigne. Son petit caprice n'a aucun effet. Alors ses tactiques changent. Si la culpabilité échoue, être la jalousie fonctionnera. Elle parle fort au téléphone avec ses amis quand je suis dans la pièce, mentionne des noms d'hommes pour provoquer une réaction. Elle surveille mes réactions, cherchant colère, tension ou possessivité. Rien. Un jour, elle me dit directement « Michael, un ami de fac, m'a proposé de prendre un verre vendredi. Je lisais un livre, je lève les yeux, cool, amuse-toi, et replonge dans ma lecture. Silence assourdissant. Elle s'attendait à ce que je demande qui est Michael, que je montre de la possessivité. Je m'en fiche. Le roi d'avant aurait été anxieux et jaloux. Le nouveau roi, celui qui a retrouvé sa vie, n'a pas l'énergie pour ces drames fabriqués. Si elle veut prendre un verre avec un autre homme, que puis-je faire? Lui interdire? Après qu'elle m'ait donné 1 an de leçons sur autonomie et contrôle, je suis un petit ami sûr de lui, et non toxique. Exactement ce qu'elle disait vouloir. Et ça la rend folle. Au 3e mois, l'appartement devient un champ de bataille psychologique. Désespoir palpable. Les jeux cessent. Les menaces voilées disparaissent, remplacées par un plaidoyer triste et pathétique. Elle tente de faire des choses pour moi à nouveau. Préparer mon plat préféré, proposer un film que j'aime. Je réponds poliment, mais strictement selon les règles. Une soirée, elle craque complètement, pleure dans le salon. Elle dit qu'elle m'a manqué, qu'elle nous a manqué, que la règle des 90 jours était stupide et qu'elle voulait que ça se termine. Moment clé. L'ancien moi aurait fondu, l'aurait consolé, tout serait revenu comme avant. Mais je n'étais plus ce roi-là. Je l'écoute, puis je dis calmement « Je comprends que tu sois contrarié, mais nous avons pris un accord. Il reste seulement quelques semaines. Je pense que nous devrions aller jusqu'au bout comme prévu. » J'emploie le « nous » comme si c'était une décision commune. Elle est brisée. La dynamique est inversée. Elle supplie pour l'intimité. Et je reste ferme, citant règles et accords. Elle me regarde avec horreur. Je crois qu'elle comprend enfin que je ne joue plus. Ce n'est pas une punition, j'ai simplement fini. La période des 90 jours n'était pas un compte à rebours vers la réconciliation, mais vers ma libération. Les 2 dernières semaines, silence total. Elle se déplace comme un fantôme. Je mets mes affaires en ordre, signe un bail dans un autre quartier et commence à emballer mes affaires discrètement. Documents, objets sentimentaux, projets de hobby, je détache ma vie de la sienne morceau par morceau. Ça fait du bien. Je n'étais même plus en colère. Clarté profonde.
Elle m'a offert 90 jours d'une vie sans elle, et je ne renouvelle pas l'expérience. Jour 90. L'expérience est terminée. Jour 91, je me réveille. Étrange sensation de paix. Elle a préparé un petit déjeuner gigantesque. Maquillée, souriante, fragile. Morning, dit-elle, essayant d'être joyeuse. Je m'assois. Je ne touche pas à la nourriture. Tu as raison, c'est fini. Je poursuis. Merci. Ces 90 jours m'ont donné une clarté incroyable. 3 mois pour voir ma vie sans la pression, les leçons, la peur constante d'être mauvais. J'ai retrouvé mes amis, mes passions, ma liberté. Son sourire disparaît. Pour des années, j'ai mis toute mon énergie sur toi. Ces 90 jours, je les ai mis sur moi. Je n'ai jamais été aussi heureux. Ma vie est meilleure, plus saine, plus concentrée, plus en paix que depuis longtemps. Elle fixe, les yeux écarquillés. « Tu voulais expérimenter sur notre relation ?» dis-je calmement. Un bon scientifique accepte les résultats. Les données sont claires. Ma vie est bien meilleure sans toi comme partenaire. Elle secoue la tête. Non, Roy, non. Je me lève. Tu voulais de l'espace, et maintenant je te le donne définitivement. Ta règle des 90 jours a été le meilleur cadeau de ma vie. Elle m'a montré la porte, et je la franchis. Elle pleure, supplie, mais je ne réponds pas. J'ai déjà tout préparé la veille. Je prends mon sac, je passe la porte. Elle hurle derrière moi. Un son brutal et déchirant de quelqu'un qui a perdu un jeu stupide et tout ce qu'elle avait. Je monte dans ma voiture. Mets mes affaires sur le siège passager. Démarre. Et bloque son numéro et tous ses réseaux sociaux. Une coupure nette. Je conduis 10 minutes. Je m'arrête sur le bord de la route. Et je reste là. Je ne pleure pas. Je ne ris pas. Je me sens léger. Le poids que je portais depuis des années est parti. La nécessité constante de plaire, anticiper, apaiser, de me sentir jugé, disparu. Elle voulait tester si j'étais digne, mais la vraie leçon, c'est qu'elle n'était pas digne de moi. Depuis ce jour, je n'ai jamais regretté ma décision. Ma vie m'appartient entièrement.